Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed. Olé, bienvenue dans Olé, la quotidienne de TCS, l'heure du Cinémed, retransmise sur Radio Campus Montpellier et sur la chaîne YouTube de The Cinema Show, tous les jours à 13h30. Alors tous les jours, on vous propose un rapide débrief de ce qu'il s'est déroulé la veille au Cinémed, ainsi qu'une présentation du programme du jour. Aujourd'hui, en ce lundi 18 octobre, je serai accompagné par le talentueux Antoine et l'extraordinaire Marie. Et vous trouvez pas que c'est les adjectifs les plus bateaux pour vous présenter, hein, j'avais pas trouvé mieux. Non, c'est pas mal. C'est très classique. Ouais, truc la veille, à 2h du mat, c'est ça. Bon, à part ça, comment tu te sens, Marine, aujourd'hui? Moi, en forme. Hyper en forme. On dirait pas. Hein. Non, on dirait pas, mais à l'intérieur, je suis en forme. Ok, et toi, Antoine, un peu plus en forme que Marine? Déjà usé par le Cinémed, fatigué. Ça commence bien. Toi, il va falloir des vacances. Sans plus tarder, débutons le quatrième épisode de Olé avec le débrief. Le débrief de la quotidienne. Comme tous les jours, on commence par des petits retours et débats sur les films que nous avons eu le plaisir de découvrir hier au Cinémed. Et je voulais commencer par une sortie signée Carlotta, Django, Django de Sergio Corbucci, un film de 1966, classique du western italien. Alors le petit synopsis, Django est un homme solitaire et mystérieux qui traverse le désert. Derrière lui, il traîne un cercueil sans que personne en connaisse la raison. Après avoir sauvé une femme des mains de bandits, il poursuit ses hors-la-loi jusque la ville où il sème la terreur. Là, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, il va s'interposer entre un général américain et un aventurier mexicain. Dans le rôle de Django, on retrouve bien évidemment l'éternel Franco Nero et ses yeux bleus. Antoine, on l'a vu nous deux hier soir à 21h à l'Opéra Berlioz. Qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, c'était la première fois que tu voyais Django, hein? C'était la première fois. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? En gros, si tu veux, c'est un peu du sous-léoné, on va dire. Ça commence bien. Pas forcément dans la manière dont c'est filmé, mais plus dans le scénario qui est un peu fouillis, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça c'est rebondit un peu de bon, partout. Enfin, ça donne un petit côté série B au film. Ouais, ça donne un côté série B. Mais même du coup, après, dans les zooms et les dézooms, il veut faire de son héros quelqu'un de vraiment... Ah oui, mais chaque travelling sur Franco Nero qui se retourne, qui relève la tête, tout ça, c'est un plaisir. Alors, il a complètement supprimé le chant contre chant. C'est genre le chant les méchants, le contre-chant gros, les yeux bleus de Franco Nero qui te sort une punchline à chaque phrase. Donc ça fait un peu gros, mais après c'est très appréciable et franchement la remasterisation est vraiment sympa, hein. Moi j'ai trouvé ça, les musiques et tout, on était bien pris dans le film. C'est vrai que c'est un plaisir aussi de redécouvrir les musiques de Luis Bacalov comme ça, sur grand écran. Le Django, après on l'a en tête toute la journée. Et quelle prestance de Franco Nero. Ouais, c'est vrai, et il dit pas grand chose en vrai. Il dit pas grand chose, mais à chaque fois qu'il le dit, ça fait quelque chose. Et toi, par rapport à la version de Tarantino, parce que c'est vrai que finalement ça n'a quasiment rien à voir, à part le prénom du personnage. Je pense qu'il a dû s'inspirer pour quelques plans de certaines choses, mais a priori... Surtout le début avec la musique, ça commence pareil, t'as des effets de zoom et tout, pareil chez Tarantino. Ouais. Mais après, je vois pas trop le rapport et peut-être qu'heureusement parce que c'est un peu vieilli quand même. Je vois mal Tarantino. Alors je sais qu'il aime bien piocher dans du cinéma un peu comme ça, comme tu as dit, un peu de série B, même si c'en était pas à l'époque. Mais après, je vois pas du tout de quoi il s'est servi dans ce... Surtout que là le film il fait 1h30 alors que celui de Tarantino il fait 2h40 déjà. Ouais, donc ça, tu vois, ça se voit qu'il rajoute des choses. Et finalement le scénario de Tarantino il est moins fouillis que celui de Corbucci. Plus simple et plus linéaire. Là, c'est vrai que bon, on comprend pas trop pourquoi des fois il laisse vivre des méchants. Enfin, il n'y a pas vraiment de. C'est pour la fin. Clair, ça. Bon, en tout cas, il y a quand même des sacrés morceaux de plaisir. Et Benoît qui était avec nous et qui est dans l'émission, qui était avec nous hier, a pris un pied monstre devant ce film. On va pas se le cacher. Alors, est-ce que le but du film c'est de faire rire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Benoît. Peut-être pas à l'époque, mais maintenant avec le décalage qu'on a, j'ai l'impression que. Un petit peu. Ouais, en tout cas c'était quand même un plaisir et c'est un plaisir de rigoler même si c'est pas forcément voulu. Franchement, on a passé un bon moment. Bon, très bien. Bon, voilà, c'était notre petit retour sur Django. Marine, je t'ai pas interrogé parce que je ne l'ai pas vu. C'était l'heure de ma comme sieste. Benoît, la sieste. Exactement. Voilà. Toi, tu avais vu la sieste à 20h. version de base ou même pas du tout? Tu avais vu le film de base? Non, pas du tout. Mais je le verrai bientôt.
Bah maintenant au cinéma c'est râpé par contre. Oui, Donc, au cinéma, mais c'est pas grave. On va enchaîner tout de suite avec un film que cette fois-ci tu as vu. Alors Anima Bella de Dario Albertini. C'est un film qui est en compétition long métrage de fiction. Le petit synopsis, Goya a 18 ans, elle vit avec son père dans un petit village des montagnes où elle travaille comme bergère. Un jour, sa vie est bouleversée par un événement tragique qui va la mener loin de chez elle pour aider son père. Donc on retrouve dans le rôle de Gioia Maddalena Di Fabio. T'as vu l'accent italien là? Magnifique. Je me suis forcé. Marine, je vais te lancer dessus en premier. Toi, t'en as pensé quoi de ce film, du coup, en compétition? Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si on doit dire de quoi ça traite. Ah bah tu peux, j'en ai un peu parlé là, okay. mais ça parle des addictions aux jeux. Et je trouve que justement ce sujet est hyper intéressant. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films sur ce thème. Et là, c'était pour moi une première du coup, et j'ai trouvé ça bien. Enfin, je me suis hyper attachée à cette fille qui passe par plusieurs événements, et je trouve que le film est bien fait dans le sens où c'est hyper crescendo. Au début, il y a une certaine intrigue, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, et finalement, petit à petit, on comprend et on est dans cette lutte avec elle. Et moi, personnellement, je me suis beaucoup attachée à cette fille, et j'ai trouvé ça hyper émouvant, surtout vers le milieu, fin du film. Et voilà, moi, j'ai juste bien aimé, et je trouve que c'est un bon film. C'est vrai que elle a une présence, Maddalena Di Fabio, et peut-être une star en devenir. C'est marrant que tu dises qu'on a moins eu de films sur l'addiction au jeu. C'est vrai, je me suis fait la même réflexion, mais parfois j'ai eu l'impression quand même d'être dans un film un peu déjà vu. C'est le sentiment qui s'est dégagé un petit peu. C'est tous ces thèmes autour de l'addiction. Je pense que c'est évidemment du déjà vu, mais moi je te parle surtout des personnages aussi, les archétypes, tout ça, les situations. Ça se passe dans la campagne, vraiment une campagne éloignée de l'Italie. Ouais, c'est vrai, puis ça change aussi de voir ces paysages avec ce thème-là. Et je trouve que l'histoire est très belle, et surtout, justement, l'actrice, je pense qu'elle fera une bonne carrière, parce que pour moi, elle m'a conquise. On en parle dans 10 ans. Ouais. Antoine, sur Anima Bella. Je partage complètement votre point de vue là-dessus. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est aussi cette relation père-fille qui est un peu malsaine, surtout vers la fin, quand on voit que en fait je sais pas si je peux le dire, mais on va dire que le père entraîne sur la mauvaise voie sa fille, pas forcément dans le sens où on pourrait le penser, mais du coup il la traîne un peu dans la boue. Et puis cette espèce de thème de finalement à la campagne on n'est pas forcément mieux qu'à la ville, parce que finalement les problèmes ça part de la campagne, ils vont dans la ville, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le film d'après aussi. Ouais. Et non, c'était intéressant. C'était intéressant. C'est un film qui manque de rythme à un certain moment, je trouvais quand même. Malgré que ça monte crescendo, il y a un petit moment où on se perd, j'ai trouvé. Et puis pour la fin, le plan final, assez spécial. Ouais, alors mais moi je trouve que le final, même si je t'en ai parlé après la séance directement, il est assez spécial comme tu dis. Moi j'ai trouvé quand même ça plutôt beau, et en plus il y a une belle musique, tout ça. Le dernier plan il est quand même assez prenant. C'est Dario Albertini qui fait la musique aussi. Le gars il fait tout. Et j'ai trouvé quand même que c'était un des points forts du film, c'était son final. Donc rien que pour ça, je trouve il faut vous engager à aller voir ce film. C'est le deuxième film d'ailleurs de Dario Albertini, après Il Figlio Manuel en 2018. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'image en vignettage du film? Parce que vous avez vu, il y a un format un peu spécial. C'est intéressant avec les bords arrondis. Pourquoi pas. Je suis pas sûr d'avoir compris en quoi ça pouvait aider le film. Mais ce sera à lui de le justifier, parce que je sais pas pourquoi. Mais moi je suis plutôt d'accord avec toi aussi, ça m'a surprise au début. Et après, donc vous n'êtes pas rentré complètement dedans finalement avec ça? Avec le vignettage, ça pose pas de problème. Ça m'a pas changé en fait. Tu sais, tu mets un format losange, c'est pareil. Moi, il suffit que tu le justifies. Tant qu'il y a des images, toi tu t'en fous. Non, mais il faut le justifier après. C'est sûr que si tu mets des arrondis juste pour dire ça fait plus joli. Ok. Ouais, ça donnait un petit côté vintage. Ouais, voilà. Après, je sais pas. Faudra en discuter directement avec lui, toi qui le connais bien, donc tu verras. Je sais juste qu'il a fait un deuxième film et qu'il fait de la musique aussi, voilà, et qu'il écrit ses scénarios. T'en connais plus que moi, donc voilà. Le film sera rediffusé le jeudi 21 octobre à 20h30 en salle Pasteur du Quorum pour sa deuxième diffusion du coup. Donc si vous souhaitez aller le voir, ça sera le jeudi. Terminons ces mini débats du jour avec le Liban et le film Costa Brava Lebanon de Mounia Akel.
Alors, ça parle de quoi? Ça parle de la famille Badri qui revendique sa liberté d'esprit, qui fuit la pollution et le malaise social qui règne à Beyrouth en se réfugiant dans un chalet de montagne qu'ils ont eux-mêmes bâti. Mais une décharge va vite se construire juste à côté de chez eux. Alors dit comme ça, j'avais l'impression que c'était un pitch de départ d'un film avec Christian Clavier. Tu vois, ça pourrait être une petite comédie et tout, ça passerait crème. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et heureusement, hein, on va pas se le cacher. Qui souhaite débuter sur Costa Brava Lebanon? Marine, oui, si vous voulez, allez. bien sûr. T'as vu, je pose une question, mais en fait, je t'en pose. Il y répond direct. Ok, pas de souci. Bah écoute, j'ai adoré. C'est le dernier film que j'ai vu hier. Et j'ai adoré, j'ai été très émue à certains moments parce que c'est finalement un film, c'est un drame, hein, et un drame social qui est finalement bien réel, même si la réalisatrice avant le film nous a bien dit qu'elle l'avait adouci, que la réalité était beaucoup plus dure et surtout en ce moment. À la base c'était une dystopie même, ça avait été c'est ça. Ça avait été créé d'ailleurs, pour... c'est coécrit avec Clara Roquet qui a aussi un film en compétition, un Libertad, dont on vous a parlé hier. C'est clair, d'ailleurs elles sont super copines les deux, ça fait plaisir à voir. Ouais, et non, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on sent vraiment cette tristesse au fond des personnages. Il y a des moments magnifiques où ils sont tous ensemble, il y a des moments de joie, mais finalement, chacun est un peu détruit par ce qui se passe. Et bien sûr, la fin est incroyable. Mais je trouve qu'il y a un point fort du film, c'est justement cette jeune actrice qui joue Rim. Alors elles sont deux en fait. Hein. Oui, elles sont. Oui, j'ai vu qu'elles étaient deux. Selena Restom et Jaina Restom, donc c'est des jumelles. Et ça doit pas être évident d'ailleurs, je me suis dit. Je pense que ça doit pas être très très évident. Parce que là c'est un rôle important, souvent c'est les enfants qu'on voit 2-3 secondes, qu'on fait jouer 2 fois. Là c'est un rôle avec où il faut parler, tout ça, donc les deux petites, il faut qu'elles soient un peu au même niveau. Et là ça passait pour moi, bien. j'ai pas vu. On n'a pas vu la différence. Et quand on a une fatiguée, tu remplaces par l'autre, c'est aussi un avantage. C'est sûr. Mais je trouve que justement, ça m'a un peu surprise dans le sens où je m'attendais pas à ce qu'il y ait un rôle comme ça pour une enfant dans ce genre de film, et ça m'a égayé le film, on va dire. Et enfin, je trouve qu'elles sont formidables toutes les deux de toute façon. Alors également au casting, on retrouve la réalisatrice Nadine Labaki, hein, qui joue le rôle de Soraya et qui est notamment connue ces dernières années pour son film Capharnaüm. Saleh Bakri aussi au casting et François Nour. François, ça fait bizarre comme ça. Antoine, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Costa Brava Lebanon? J'ai trouvé très intéressant cette espèce de double discours qui parle à la fois d'une relation familiale qui subit un drame, donc cette décharge publique qui vient s'installer devant chez eux, et en même temps un petit discours caché qui n'a rien à voir avec le film mais qui est un discours écologique, parce que forcément quand on voit tous ces poubelles dans cette nature, ça fait quelque chose, et moi ça m'a complètement bouleversé de voir ça, parce que on voit le début, on voit la fin et on se dit putain, mais c'est pas possible de laisser faire ça, d'autant que tu as les politiciens derrière qui te disent oh vous inquiétez pas, on va recycler, on va faire des trucs, et au final ils font absolument rien. On les connaît, hein. Ouais, on les connaît. Mais non, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, d'autant que la relation familiale est plutôt bien travaillée, je trouve, parce qu'on a des personnages du coup qui ont des intérêts tous différents. T'as la mère qui a arrêté sa carrière pour se replier avec son mari, le mari lui qui a très envie de rester, on sait pas trop pourquoi, moi c'est à cause des manifestations. Peut-être ce que je regrette un peu sur le film, c'est qu'il y a un côté un peu trop codifié, tu vois, on sait que c'est un peu téléphoné, chaque personnage a bien son arc narratif qui va se conclure, et on sait un peu où il va aller. Je pense que c'est quand même important dans un récit d'avoir des personnages qui ont des raisons différentes. Si tu mets des gens non, mais ça je suis d'accord. Ça fait là aussi la richesse du film, parce qu'il y a beaucoup de thématiques différentes, hein. Le passage à l'âge adulte, la maladie, l'amour, les relations familiales. Ouais, et du coup c'est un film très riche l'écologie, moi je trouve. Donc c'est ça que j'ai apprécié. Surtout en 1h40, réussir à ce que ça tienne, c'est plutôt c'est condensé, plutôt fort. Et du coup je trouve que pour le coup le rythme est un peu plus maîtrisé que sur le film dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais après non, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a dans un cadre magnifique en plus, au début du film, magnifique. Il y a de belles idées de mise en scène aussi, je pense notamment à l'ouverture et à comment la caméra de Mouni Hakel, elle arrive à amener en fait Beyrouth dans la réserve naturelle, et c'est fait vraiment par l'image, et c'est assez fort. Et il y a aussi beaucoup de poésie pour éviter d'être trop terre à terre, hein. Il y a des images un peu comme rêvées, et c'était vraiment appréciable. Il y a des images aussi hyper fortes dans le film, sans spoiler, mais quand ils en viennent à la phase finale où ils doivent brûler les poubelles,
moi, il y a une image qui m'a beaucoup marqué là et je pense trouvais ça qu'on assez voit de incroyable. laquelle tu parles. Oui, Bon, j'espère qu'on vous donne envie d'aller le découvrir. Aussi qui était franchement extraordinaire. Donc celui-là, il repasse le vendredi 22 octobre à 10h en salle Pasteur du Quorum. L'équipe de The Cinema Show a également sélectionné pour vous d'autres films diffusés hier qu'on a pu voir. Moi, j'ai vu Paysage résistant de Marta Popivoda, qui suit une résistante de guerre, Sonia. Alors je ne suis pas rentré complètement dedans, malheureusement. Même si à ce propos, je trouve que le titre est admirablement bien choisi, puisqu'on voit vraiment des paysages et on entend une résistante parler. Mais voilà, il y a des scènes qui sont quand même un peu plus prenantes, donc c'était plutôt sympa par moment. Il repasse mercredi à 18h en salle Einstein. Et toi, Marine, tu as également eu le privilège de découvrir en projection presse Les choses humaines d'Yvan Attal qui sera projeté jeudi soir à 19h. Alors même si on en reparlera un peu plus en profondeur vendredi, donne-nous l'eau à la bouche et l'envie de découvrir le film jeudi soir. Eh bien écoute, pour moi c'est une intrigue et j'en ressors intriguée de ce film, vraiment. Et je ressors avec ça, c'est la des doutes et je vous invite à aller le voir, vraiment, parce que déjà il y a un casting incroyable et une histoire qui est folle et qui colle très très bien au livre de Karine Thuil, d'où c'est inspiré. Ok. Et même s'il est long, je trouve que la longueur du film colle très bien au sujet et on ne voit pas le temps passer. Mais avant de passer à ce qui va se passer au Cinémed, on va accueillir tout de suite notre invité du jour. L'invité de la quotidienne. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mounia Akel, réalisatrice de Costa Brava Lebanon, film dont nous venons de parler dans notre petite partie de débat et qui est en compétition. Bonjour Mounia Akel et merci d'avoir accepté notre interview. Non, merci à vous. Bonjour. Contente de retrouver du coup le festival Cinémed. Bien sûr, très contente. Je viens ici depuis quelques années avec chaque projet, donc ça me fait plaisir de revenir. Alors on va s'intéresser tout de suite à votre premier film, votre premier long métrage, Costa Brava Lebanon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse du film? Oui, en fait, j'ai toujours été intéressée, j'ai toujours voulu parler de la famille et de la structure d'une famille et comment elle reflète souvent la structure d'une société. Et en 2015, pendant la crise des déchets, où on était en train de manifester, j'ai écrit le court-métrage Submarine. Et donc, c'était une crise qui, oui, était une crise environnementale, mais c'était surtout une crise qui représentait tous les problèmes que le pays a, vu qu'elle était complètement liée à la corruption et le fait que le système de notre gouvernement et notre classe politique ne fonctionne pas. Et donc, à travers ces deux thèmes, j'ai écrit l'histoire avec Clara Roquette, ma co-scénariste. Contente d'ailleurs qu'elle soit en même temps que vous en compétition. Est-ce que ça fait pas un peu bizarre? Non, pas du tout. Clara et moi, en fait, si elle gagne un prix, moi je gagne un prix et vice-versa. Clara, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est ma co-scénariste. Donc, pour nous, être ensemble au Cinémed, c'est l'occasion de montrer nos deux premiers films ensemble. Donc, c'est très important et beau pour nous. Edwin nous a rejoint, salut Edwin. Bonjour. Tu as une question ce matin. Vous avez expliqué qu'au début, le film était plutôt à la base une dystopie qui devait se passer en 2030. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en fait Quand on a écrit le film, c'était une dystopie qui se situe en 2030. Par exemple, Submarine, quand j'ai écrit Submarine, c'était aussi un film dystopique où les épidémies et les pandémies étaient partout et tous les personnages dans Submarine sont masqués. Mais quand j'ai fait Submarine, c'était un film de science-fiction. Si on regarde Submarine aujourd'hui, c'est un film 2020. Alors, c'était la même chose avec Costa Brava. C'était un film en 2030 dans un pays qui s'écroule où c'était un peu le worst case scenario que j'avais imaginé par peur de le voir se réaliser. Et donc, quand on a commencé à tourner, ce n'était pas ce worst case scenario qui était notre réalité, mais bien pire que ça. Donc le film est devenu un film 2020, c'est devenu même un film 2018 en fait. Ok. Ouais, la réalité a rattrapé en fait La réalité nous a rattrapés et la réalité du pays est devenue beaucoup plus sordide et sombre que la dystopie que j'avais imaginée pour 2030. Et ça c'était difficile à accepter, mais en même temps, personnellement, mais en tant que réalisatrice, la chose à faire était de dire
voilà, ce film se passe aujourd'hui. Même dans la manière de filmer, on a l'impression de voir un peu un film post-apocalyptique par moment avec voilà, tous ces masques comme vous le disiez. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, la réalité libanaise est très dystopique et post-apocalyptique. On a l'impression que c'est devenu un peu une ville fantôme avec des âmes brisées. Donc, pour moi, je pense même que la réalité du film est beaucoup plus douce que ce qui se passe aujourd'hui. Aux États-Unis, on parle souvent de films post-11 septembre. Est-ce que vous, c'est pas un peu un film post-explosion du port de Beyrouth finalement? Oui, c'est un film post-explosion du port de Beyrouth. Les premiers films, ils sont souvent un peu autobiographiques. Est-ce qu'il y a une grosse part de vous dans Costa Brava, Lebanon? Je pense que, bien sûr, parce que j'écris ce que je sais, ce que j'ai vu et ce que je connais. Costa Brava, en fait, chaque personnage de ce film, c'est une version de moi. Soit une version de moi aujourd'hui, soit une version de moi qui a existé, soit une version de personnages qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Et donc, quand j'ai commencé à écrire le film, j'étais un peu comme Souraya. Ensuite, il y a quelques années, j'étais une Alia. Quand j'ai commencé à tourner le film, je suis devenue Walid avec ma peur de la ville et la douleur par rapport à ça et mon désir de contrôler tout ce qu'il y a autour de moi parce que j'ai perdu tout contrôle le 4 août. Quand j'étais petite, j'étais évidemment une rime, complètement amoureuse de mon papa, ayant hérité l'anxiété de mes parents après la guerre, vu qu'ils n'en parlaient jamais à la maison. J'avais des tocs. En grandissant, évidemment, j'ai eu ma période timide et interne et éveil sexuel comme toute fille. Donc je pense que aujourd'hui je sens aussi parfois que je suis comme la grand-mère dans ma frustration d'avoir pas vécu assez pas si vieille, à cause pourtant. de ma carrière. J'avais une question sur comment s'est fait le choix des acteurs, des actrices. Ouais, vous parliez des personnages en plus, et on retrouve Nadine Labaki qui n'avait pas tourné, qui tourne pas forcément souvent devant la caméra dernièrement. Et bien aussi de Salah Bakri avec son personnage de Walid aussi qui est super important et que j'ai trouvé vraiment très attachant et en même temps on est un petit peu contre lui mais aussi on est un peu entre les deux et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Donc je voulais savoir un peu comment tu as choisi ces acteurs. Oui. J'ai rencontré Saleh à un festival il y a quelques années et j'avais vu son travail dans le film The Time That Remains de Elia Sleiman. Et en fait, on est devenus amis. Il est venu voir mon court-métrage, j'ai vu ce qu'il avait fait et j'ai réalisé que c'était quelqu'un de fondamentalement bon et intelligent, émotionnellement intelligent. Et donc, tout de suite, j'ai commencé à écrire le scénario avec Saleh en tête. La première description du personnage, c'était des yeux bleus, tu vois. Ok. Nadine, on s'est rencontrés après la première version du scénario. Je la connaissais parce que c'est ma voisine à Beyrouth et que je connais son travail, mais elle et moi, on a réalisé qu'elle avait très envie de se perdre dans le rôle d'un personnage, de pouvoir se donner cette opportunité en tant que réalisatrice qui ne joue pas souvent, de se donner un moment d'évasion à travers un personnage. Et elle se retrouvait vraiment dans le rôle de Souraya. Donc elle et moi, on a eu cette fusion créative où le fait qu'elle soit réalisatrice m'a facilité la chose parce qu'elle sait par quoi je passe et ce que j'ai besoin. Et le fait qu'elle soit une femme qui passe par quelque chose de similaire a fait que elle jouait pas en fait, elle existait et elle était extrêmement généreuse. La fille qui joue Rim, c'est des jumelles. Ouais. Donc ça doit c'est pas deux être filles évident qui se ça. partagent le rôle. C'est deux filles qui se partagent le rôle. C'était par accident. J'ai aimé une, on m'a dit qu'il y en avait une autre et chacune avait vraiment une achetée, en fait, une offerte, c'est ça non Ce qui est beau, c'est que Seana avait le côté un peu vieille âme, personne de 60 ans dans le corps d'une fille de 7 ans, alors que Jehanna avait le côté un peu Mowgli de Jungle Book. Donc j'ai vraiment regardé le scénario et j'ai divisé entre l'un et l'autre. C'était très pratique parce que l'une est fatiguée, l'autre prend le relais. Il y a l'une est fatiguée, je dis ok, l'autre peut continuer. Elle dit non, moi je veux continuer. Tu vois. Donc il y avait une compétition saine entre les deux sœurs et c'était vraiment le rayon de soleil du tournage, ces deux petites filles, dans leur douceur, empathie, humour. On avait hâte qu'elles soient sur le tournage parce qu'elles étaient tellement pleines de vie, on avait tous besoin de vie à ce moment-là. Le film, il est très ancré dans le réel, pourtant vous permettez aussi une certaine poésie qui fait du bien. Je pense notamment à la scène des sacs poubelles à la fin du film. En quoi c'était important pour vous de partir sur ça, la poésie, le rêve? On ne peut pas vivre sans poésie, sans rêve et sans amour. En tout cas, moi, je ne peux pas. Et je racontais ce matin que quand j'étais petite, quand on était à des repas familiaux ou quelque chose comme ça, familiaux,
moi, j'étais le genre de personne qui rêvait beaucoup. Donc souvent, on me demandait à table, mais où est-ce que tu es partie, Mounia? Et je détestais cette question parce que j'avais envie de dire à ma famille, mais ça ne vous regarde pas où je suis partie. Et donc, en fait, je pense que la mémoire, l'imagination, les espoirs, j'avais envie de pouvoir matérialiser ça en image sans qu'il y ait de rupture de genre entre un moment qui est dans l'imaginaire du personnage et un moment de la réalité. Moi, quand je rêve, je suis présente, mais je vais autre part et ces deux réalités sont présentes dans le même espace. Et donc, c'est ça pour moi la scène où la poubelle s'envole. Est-ce que c'était aussi un côté pour donner de l'espoir aussi dans le film ou... Oui, le réalisme magique, je pense qu'il est intéressant pour moi quand il est intégré à la réalité du film. Donc quand Walid voit la montagne se nettoyer à travers ces sacs poubelles qui s'envolent, j'avais envie qu'on se demande si c'est dans sa tête ou dans la réalité. Et c'est des moments qui me permettent d'apporter de la poésie et de la magie dans une réalité un peu sordide de personnages à travers leur évasion. Et ça me permet aussi d'accéder à la psychologie de ces personnages en rentrant dans leurs évasions. Okay. Vous avez fait l'école des Beaux-Arts pour devenir architecte. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont vous filmez? Parce qu'on sent la façon dont vous filmez aussi la maison, tout ça, il y a quelque chose, il y a une importance. Même au niveau des sujets que vous abordez, est-ce qu'il y a un parallèle qui se fait avec vos études justement qui peut être assez intéressant? Oui, j'ai eu mon diplôme d'architecture à 22 ans avant de faire des études de cinéma. Et pour moi, en fait, ce que ces études d'architecture m'ont apporté, c'est prendre conscience de combien on peut découvrir un personnage à travers les espaces qu'il habite, en fait. Chaque objet, chaque mur, un architecte, une ligne, pour lui, c'est soit une route, soit un mur, Et je pense que les espaces vraiment définissent non seulement les dynamiques familiales, mais la psychologie d'un personnage est vraiment intimement liée à l'espace qu'il habite. Et donc, j'avais vraiment envie de pouvoir... pour moi, j'ai dessiné la maison du film avant d'écrire le scénario. Ah ouais. Et c'était très important avec l'équipe de production design, Aïssa Hanadi et Thomas, de créer pour chaque personnage son espace personnel. Donc Souraya, elle a sa cabane. Ouais. Rim, c'est tout. Walid, donc en fait, chaque personnage a son espace privé où il peut être lui-même sans être un personnage d'une famille. Et donc on a dessiné la maison et on a écrit sa désintégration avec le scénario qui évolue. Et la désintégration d'un espace, c'est à travers les couleurs, la poussière, la structure, la décharge, en fait, pénètre la maison et disloque tous les espaces. Bon, on sent tous ces détails, ça te donne quelque chose de très organique, tout ça, et ça fonctionne vraiment bien. Pour finir, est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il y en a un? Il y a beaucoup de choses auxquelles je suis en train de réfléchir. Ouais. Je suis en train de développer 3 projets, mais je suis encore au début du processus. Un de ces projets essaye de parler de la relation entre le corps humain, le désir de la femme et le traumatisme. Voilà. D'accord. Très bien. Affaire à suivre. Merci Edwin de m'avoir rejoint pour cette interview. Merci Mounia Akel d'avoir passé ce petit moment avec nous. Costa Brava Lebanon n'a pas encore de date de sortie en France, mais j'imagine que ça va pas tarder, surtout vu la qualité du film. Le 4e épisode d'Olé touche bientôt à sa fin, mais avant ça, on passe au programme du jour. Aujourd'hui, au Cinémed. Encore un joli programme nous a été prévu aujourd'hui au Cinémed, avec à 14h la suite de la compétition court-métrage en salle Pasteur. Vous, autour de la table, est-ce que parfois vous vous laissez tenter comme ça par les compétitions court-métrage? J'aimerais bien avoir le temps de le faire. Là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui... Ouais, tu suis beaucoup la compétition, toi. Ouais, on a documentaire aujourd'hui, donc il y a un gros programme chargé. Avec ce matin, il y avait Miguel's Wars. Cet après-midi, je me rappelle plus. Alors, mais il y en a 3, ouais. je crois. En documentaire, il y a Taming the Garden, et sinon à 16h, voilà, en salle Einstein, et à 16h en même temps en salle Pasteur, il y a un matin qui est en compétition long métrage de fiction. Donc une année, je me ferai que des courts-métrages, promis. Ouais, mais parce qu'en plus, on découvre vraiment les cinéastes de demain, tout ça, donc c'est c'est intéressant. Et puis à chaque fois, on nous dit, oui, cette dame-là était venue pour son court-métrage, ce monsieur-là avait fait son court-métrage, donc finalement, c'est vrai que c'est des gens qui vont revenir plus tard avec des longs et des documentaires, donc effectivement, je pense qu'il faut aller voir les courts-métrages. À 16h, il y aura aussi la masterclass d'Avzia Herzi en espace Joffre 1. Toi, Marine, tu sais ce que tu vas un petit peu voir aujourd'hui? J'aimerais bien voir Miguel Soir, là tout à l'heure.
Et je crois qu'il y a un film en sélection ce soir aussi que j'avais bien envie d'aller voir, As I Can Walk. Ouais, c'est ça. Donc à 20h30 en salle Pasteur qui est en compétition. Ouais, et je suis un peu de ton avis, j'aimerais bien aussi voir les courts-métrages si j'en avais le temps. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on passe un peu à côté, mais c'est hyper intéressant quand même. En fin de semaine, ce sera peut-être plus possible, parce qu'on aura déjà vu les films. Il n'y aura plus de court-métrage en fin de semaine. Non, je crois qu'il y aura la quatrième. Oui, il y en aura. Il y a à 18h aussi Trepiani de Nanni Moretti en avant-première, ça c'est au Diagonal. Et on retrouve aussi une avant-première à l'Opéra Berlioz aujourd'hui. C'est Presque de Alexandre Jolien et Bernard Campan. On y sera. Toi, ça te tente direct, Antoine. Ouais. Christian Clavier moins chaud, mais par contre Bernard Campan, là tu sautes dessus. Bernard Campan, oui, surtout Alexandre Jolien que j'ai hâte de découvrir parce que c'est un écrivain que j'aime bien. Voilà. Donc je le trouvais hyper intéressant de voir son passage à l'écran. Je crois savoir qu'il n'avait jamais été à l'écran. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble que je l'avais. En tout cas, moi, je l'ai jamais. Je regarde mes fiches, mais c'est pas écrit dessus. Ouais, je fais style. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis effectivement, l'approche de Bernard Campan et d'Alexandre Jolien, le lien qui est entre les deux, voir ce que ça donne à l'écran, ça peut être très intéressant. Donc moi, je suis curieux. On en reparle demain, peut-être. Sûr. Bah, l'émission d'ailleurs touche maintenant à sa fin. T'avais un mot à ajouter, Marine, avant? Non, ça va pas du tout. Bon, Allez au cinéma. Merci Marine d'avoir été là aujourd'hui. Merci également Antoine d'avoir passé ce joli moment en ma compagnie. Remercions bien évidemment les équipes de l'ACFA qui font un travail formidable chaque jour pour vous offrir de belles émissions depuis ce quorum. Demain, c'est Benoît que vous retrouverez à l'animation de Olé. Il sera accompagné par mes deux camarades du jour, bande de vénards. Vous avez la chance d'être avec Benoît. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée au Cinémed, un bon festival et olé! Olé! C'était Olé, la quotidienne de TCS au Cinémed.